Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Aujourd'hui, on va encore reparler du bruit. Ah non, pas celui-là. Non. Alors là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet. À mon avis, je vais en perdre plus d'un avant la fin de la vidéo. Bon, alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est certes très compliqué, mais aussi très intéressant. On va essayer de répondre à certaines questions que vous vous posez concernant le bruit numérique, le bruit que l'on retrouve sur nos images, comment on fait pour lutter contre le bruit, comment on peut le déterminer sur nos photos. Donc on va voir un petit peu les techniques de l'astrophotographie tout simplement. Alors tout d'abord, j'ai envie de mettre un point d'honneur à parler du signal et du bruit, la différence entre les deux. J'en ai déjà parlé, mais je tiens à en reparler dans ces vidéos parce que c'est quelque chose qui est très important. Il ne faut pas faire l'amalgame entre le signal et le bruit. Et là, je veux surtout parler du signal de dark et d'offset et le bruit de dark et d'offset. Le signal, c'est quelque chose qui est reproductible, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retirer lors du pré-traitement. Le bruit est un petit peu plus compliqué, c'est quelque chose qui est totalement aléatoire sur nos images. Donc tout ce qui est aléatoire est forcément pas reproductible et donc ne peut pas être retiré de nos images au moment du pré-traitement. Donc quand on fait du pré-traitement avec des dark et des offsets, on ne retire pas le bruit, on retire le signal. C'est quelque chose qui est important. Beaucoup de gens pensent qu'en faisant du pré-traitement, on enlève du bruit, mais c'est tout l'inverse. Tout le bruit qu'on a sur nos master dark et nos master offset, on va l'ajouter à nos images. Donc voilà, c'était une petite aparté déjà pour vous expliquer la différence entre signal et bruit, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors pour revenir sur le bruit, pour donner un petit peu une définition au bruit, qu'est-ce que c'est? Eh bien le bruit c'est tout simplement une variation, une fluctuation d'intensité lumineuse entre chaque pixel de notre image. Voilà, surtout quand on va prendre une petite portion de noir, on va avoir des différences d'intensité entre chaque pixel. Et cette différence d'intensité entre pixels va nous donner une espèce de granulation qui n'est pas très esthétique sur nos images. Voilà, le bruit, on pourrait le comparer, par exemple, on a tous connu normalement les tubes cathodiques, quand on était encore en hertzien, en analogique. On avait une espèce de neige blanche, parfois quand on ne captait pas bien une chaîne, et cette neige blanche, c'est exactement du bruit. Et plus vous captiez une chaîne, quand vous alliez jouer sur l'antenne, vous arriviez à capter de plus en plus la chaîne, et bien moins vous aviez cette granulation, cette neige dans l'image. Et l'image devenait de plus en plus belle. Donc vous augmentiez le signal de réception au niveau de l'antenne pour faire en sorte de ne plus voir cette granulation. Le signal était beaucoup plus élevé que cette neige qui est en fait du bruit. Du coup, on peut dire qu'on ne peut lutter contre le bruit qu'en augmentant le signal de réception. Sur nos images, ça va être tout simplement le signal de nos objets qu'on va prendre en photo qui va faire en sorte que le bruit il sera dilué dans ce signal et le signal sera prépondérant par rapport au bruit. C'est tout simplement ce qu'on appelle le ratio signal sur bruit. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, le fameux RSB. Plus ce RSB est élevé, moins vous allez avoir de bruit. Ah oui, alors attendez, parce que j'oublie un truc, alors peut-être que vous aussi, vous avez peut-être oublié d'appuyer sur le bouton abonner, la cloche et le pouce bleu, très important. Donc dans nos images, on a un certain nombre de signaux, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, donc on a le signal de dark, le signal d'offset, et bien entendu le signal des objets qu'on a envie de prendre en photo, c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais à chacun d'entre eux correspond un certain type de bruit. Et pour lutter contre ces différents types de bruit, faut-il savoir déjà d'où il vient. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors le premier bruit qui va nous intéresser maintenant, c'est le bruit de lecture. À vrai dire, ce bruit de lecture, il est entièrement dû à l'électronique propre de l'appareil photo. Donc ce qu'il faut savoir de ce bruit, pour parler vite fait de comment marche votre appareil photo, il va avoir un capteur qui a des photocibles qui sont sensibles à la lumière. La lumière c'est quoi? C'est des photons qui vont arriver, donc des objets que vous prenez en photo. Ces photons, quand ils vont arriver au photosite, le photosite va transformer ces photons en électrons qu'il va stocker en attendant la lecture. Lorsque la pause est terminée, ces électrons vont aller vers le convertisseur analogique numérique sous forme de courant. Voilà, c'est un courant donc analogique qui peut avoir n'importe quelle valeur. Et le convertisseur analogique numérique, lui, est là pour transformer ce courant en ADU, donc en une valeur numérique qui va pouvoir être lue ensuite sur votre ordinateur. Bref, lorsque le convertisseur analogique numérique lui va travailler, en fait il va avoir une certaine incertitude par rapport au courant qu'il reçoit et par rapport à un photosite et un autre, il y aura parfois des petites fluctuations. Cette fluctuation est d'un photosite à l'autre mais aussi est d'une image à l'autre.
Donc on va se retrouver avec une image qui va avoir quelques petites différences à l'intérieur des pixels voilà, sur notre image. Alors c'est une différence qui est très minime, surtout maintenant avec la technologie qui est toujours en augmentation et toujours de plus en plus performante. Donc c'est un bruit qui est certes minime mais qu'il faut toujours quand même prendre en compte. Alors parlons maintenant du bruit thermique. Ce bruit thermique, il a deux facteurs principaux. Il a la température ambiante et aussi le temps de pause. Alors ce bruit, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une agitation des électrons au niveau du capteur qui dépend vraiment de la chaleur. Donc de la chaleur ambiante, mais aussi de la propre chaleur qu'émet le capteur au moment des longues pauses. Lorsque vous faites une pause relativement longue, le capteur, lui, il va se mettre à chauffer avec l'électronique. Et cette chaleur va se transformer donc en rayonnement infrarouge, et le capteur qui est sensible au rayonnement infrarouge va le capter et créer voilà, du bruit sur l'image. Voilà, les électrons vont être agités et le capteur il va créer cette espèce de granulation. D'où l'intérêt de garder les capteurs à une température très basse, hein, c'est l'intérêt de nos caméras Astro hein, qui ont des modules Peltier qui vont maintenir une température très basse au niveau du capteur. Donc maintenant que j'ai parlé du bruit, je vais un petit peu parler du signal de Dark. Hein. Le signal de Dark c'est quoi? Et bien en fait c'est des photosites, donc des pixels de notre capteur, qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres à ce rayonnement infrarouge. Et en fonction du temps de pause et en fonction d'une température donnée, il va devenir tout blanc. Il va se saturer, il va devenir tout blanc. Donc on va avoir plein de petits points blancs qui vont apparaître sur nos images en fonction du temps de pause et d'une température donnée. Donc ça je parle bien du signal. Ça ce n'est pas du bruit, c'est du signal. Donc ces pixels sont toujours les mêmes, parce que c'est toujours les mêmes qui sont légèrement défectueux ou plus sensibles. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir récupérer donc en faisant des cartes de pixels blancs qu'on appelle donc des darks. Et ces cartes de pixels blancs, vu que ce sera toujours les mêmes en fonction de la température et du temps de pause, hein, quand on connaît l'utilisation d'une caméra à un certain temps de pause et à une certaine température, eh bien on peut en fait supprimer ces pixels blancs parce qu'on les connaît grâce à cette petite carte qu'on va faire. Mais le bruit, lui, c'est quelque chose qui est totalement aléatoire, c'est cette granulation qu'on va avoir au fond de nos images. Alors maintenant, on va parler du bruit qu'on appelle le bruit photonique, hein. C'est souvent celui qu'on va avoir quand on va prendre des photos aux abords des villes. Hein, c'est tout simplement un bruit qui est essentiellement dû à la lueur du fond du ciel qui va être souvent très lumineuse ou via la lune, ou le plus souvent à cause des lampadaires et de la pollution lumineuse environnante. Donc ce bruit il va nous créer des gradients, des teintes de couleurs différentes, il va nous créer justement un fond du ciel qui est beaucoup trop élevé, qui va être dur à traiter, ça engendre que des problèmes, donc on va voir un petit peu après dans la vidéo comment on peut lutter un petit peu contre ce bruit. Alors maintenant, comment on peut quantifier si notre image est bruitée ou pas? Parce que c'est parfois difficile en voyant une image brute sur l'écran. Est-ce qu'elle est bruitée, est-ce qu'elle n'est pas bruitée? Bon, je vois qu'elle est bruitée, mais est-ce que ça va? Bon, alors comment on peut quantifier ça? Eh bien, la majeure partie des logiciels nous permettent d'avoir une valeur qu'on nomme en anglais la standard déviation, qui est en fait en français l'écart type, ou encore nommé sigma, qui permet de quantifier si notre image est bruitée ou non. Alors, il y a beaucoup de logiciels qui proposent, entre autres PixInsight, Prism, on va avoir Iris. Alors, peut-être bien que Nina, logiciel gratuit, le fait, je me suis jamais trop renseigné là-dessus. Mais voilà, on va avoir un panel de logiciels qui nous permet vraiment de définir si notre image est bruitée ou non. Donc comment ça fonctionne? On va juste prendre une petite portion du fond du ciel qui est censé être bien noir, et le logiciel va nous donner une valeur. Donc plus cette valeur est basse, plus notre fond du ciel est homogène. Et donc plus il est homogène, en fait plus il est lisse. Alors sans entrer dans le détail, le sigma c'est une mesure de dispersion des valeurs d'un échantillon par rapport à la moyenne de ces mêmes valeurs. Alors ça paraît un peu barbare comme ça, mais je vous montre un petit exemple maintenant. Alors prenons un petit exemple ici avec une image de M63. Nous allons définir un petit peu si notre image est bruitée ou non. Tout d'abord, dans PixInsight, il va falloir faire ici une preview, une zone noire. Ensuite, on va aller dans Process, All Process, Statistiques, et d'origine, Standard Déviation n'est pas sélectionné dans PixInsight. Donc il faut aller cocher sur la petite case qui correspond à la clé, et cocher ici Standard Déviation, cliquez OK. Venez ensuite sélectionner votre image de preview. Voilà. Et vous allez retrouver ici la standard déviation. Ici on est à 126,4. Comme je vous l'explique un petit peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir que cette valeur est une valeur de fond du ciel qui est un petit peu bruitée. Voilà, je vous déconseille d'aller trop au-dessus de 100, avec une limite autour de 150. Donc, à quoi correspond à vrai dire cette valeur? Eh bien, cette valeur correspond en quelque sorte à la déviation par rapport à la moyenne de la valeur des pixels.
Donc on peut voir ici qu'on a des pixels qui sont relativement noirs avec des pixels qui sont beaucoup plus clairs. Donc cette valeur nous donne une image de l'homogénéité de cette zone. Si on avait une valeur à 0, ça voudrait dire qu'il n'y aurait aucune différence entre chaque pixel. On aurait vraiment une zone tout à fait homogène et donc lisse et donc très peu bruitée. A contrario, on a une valeur qui est autour de 126, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de disparité entre la valeur de luminosité de chaque pixel. Voyons maintenant un exemple de si notre zone était très peu bruitée. Voilà, ici on a notre zone de carré ici avec les valeurs de chaque pixel représentées ici avec des chiffres qui tournent entre 10 et 9. Et même 11. Donc en fait, si on reprend ça dans un tableau avec ici la valeur du pixel et ici le nombre de pixels qui ont cette valeur, on se retrouve avec une moyenne de pixels à une valeur de 10. Ici, quand on fait la moyenne de tous les pixels, on se retrouve avec une valeur de 10. Et on peut voir voilà, que les pixels tournent entre 9, 10 et 11 en valeur. Donc ici on est vraiment très homogène. A contrario, prenons un autre exemple, si on était dans une zone un peu plus bruitée, avec ici on aurait des valeurs qui tourneraient donc entre 3 et 18. Alors qu'on est beaucoup plus hétérogène, donc on est beaucoup plus bruité, mais toujours avec une moyenne ici qui est à 10. Si on sait la moyenne des pixels ici, la valeur, on sera quand même à 10, mais on a quand même une disparité de valeurs, donc qui fait que notre image est beaucoup plus bruitée. Voilà, donc le standard déviation correspond bien voilà, à l'image de l'homogénéité d'une zone. Donc concrètement, plus l'écart type est grand, plus notre image est hétérogène et donc plus elle est bruitée. Et à l'inverse, plus cet écart type est petit, plus notre image est homogène et moins notre image est bruitée. Alors maintenant, quoi faire exactement de ces valeurs? Eh bien, ces valeurs vont nous servir à plusieurs choses. Déjà, définir si notre image elle est bruitée ou non, s'il faut diminuer notre temps de pause, s'il est trop élevé, mais aussi définir si notre temps de pause est assez élevé. Parce qu'il y a une règle d'or dans l'astronomie, dans l'astrophotographie, c'est que le fond du ciel, le sigma du fond du ciel d'une image brute doit être au moins 3 fois supérieure à celle d'un bias. Bon, c'est une règle qui s'est beaucoup généralisée dans l'astrophotographie. Bon, c'est une question vraiment pratique au niveau du pré-traitement par rapport à l'ajout du bruit. Voilà, donc, enfin bref, il faut que nos brutes aient un bruit du fond du ciel 3 fois supérieur pour X raisons. Voilà, je n'ai pas toutes les réponses. Mais il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'on va pouvoir définir aussi si notre image elle est trop exposée, si notre fond du ciel est trop haut. Et entre autres, quand il y a de la pollution lumineuse, le fond du ciel il va avoir tendance à monter un peu plus et à bruiter beaucoup plus, dû justement au bruit photonique. Donc, par rapport à mon expérience, j'ai beaucoup étudié ça très longtemps et fait plein d'essais, donc j'ai pu voir que dès qu'on commençait à passer un sigma de 100 à 150 ADU, c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire, sinon après on commence à beaucoup galérer au traitement. Et aussi plus le fond du ciel va bruiter, plus il va falloir accumuler des temps de pause, des pauses pour diminuer le bruit final. Alors on continue un petit peu dans la vidéo, on en reparle un petit peu après. Prenons maintenant un exemple de deux images avec des temps de pause différents. Ici, on va avoir un temps de pause à 180 secondes et une autre image à 300 secondes. Voyons un petit peu la différence de bruit du fond du ciel. Ici, on va prendre l'image qui a 180 secondes de pause et on peut voir un standard déviation à 105. Et si on prend en différence l'autre, on voit ici qu'on est à 130, quasiment à 130. Donc on peut voir que le bruit du fond du ciel va augmenter avec le temps de pause. Donc comme je l'ai dit, la pollution lumineuse va avoir tendance à faire monter vraiment le bruit du fond du ciel autour de 100 et 150 ADU très rapidement. Donc c'est là qu'il va falloir faire attention et limiter nos temps de pause, diminuer un peu nos temps de pause. Mais à contrario, quand on va utiliser un filtre narrowband, donc un filtre très restrictif, on va couper toute cette pollution lumineuse, surtout quand on va faire des photos de nébuleuses. Et eh bien, on va avoir un fond du ciel qui sera très peu bruité. Et c'est là qu'on va remarquer qu'on va avoir un peu de mal à faire monter un petit peu ce fond du ciel au-dessus de 3 fois le bias. Donc c'est là qu'il va falloir donc augmenter grandement. En narrowband, des fois, même avec 15 minutes de pause, des fois on a du mal à atteindre ces 3 bias. Mais voilà, c'est à ce moment-là qu'il va falloir vraiment monter nos temps de pause. Après, c'est tout simplement un jeu d'équilibre entre, ça y est, j'ai atteint le niveau minimal de temps de pause, mais il ne faut pas aller au-delà, sinon je vais galérer derrière au traitement.
Donc c'est pour ça aussi que c'est vachement plus facile de faire de l'astrophotographie parfois avec un ordinateur, parce qu'on va avoir toutes les données sous la main. Alors attention, hein, pas de panique, faut pas non plus exagérer. Même moi maintenant, je sais que par rapport au ciel que j'ai, je fais des pauses de 180 ou 300 secondes en luminance. En HA, je peux faire 15 minutes. Voilà, après, avec l'expérience, vous savez en fonction de votre ciel. Donc, vous vous embêtez pas à chaque fois à faire ça, hein. Même moi, maintenant, en fonction des zones où je fais de l'astrophotographie, en regardant le ciel, bah, je sais que bon, bah, où je vais me limiter à 180 secondes, ou alors, c'est bon, je peux aller à 300 secondes. Mais voilà, il ne faut pas non plus se prendre la tête. Mais là, on est là pour apprendre, donc je vous donne des informations comme ça, c'est intéressant. Vous pourrez faire les essais chez vous et vérifier chez vous. Mais bon, des fois, il faut arrêter de se prendre la tête quand même. Alors maintenant, que faire pour lutter contre tous ces bruits, hein? Si on parle d'abord du bruit photonique, eh bien, il va falloir obligatoirement s'éloigner des villes. Ou alors éviter de shooter trop longtemps et faire des pauses plus courtes, ça vous aidera déjà grandement. Et sinon, eh bien, tout simplement utiliser des filtres anti-pollution qui vous permettent de photographier en fait, toute la panoplie du ciel profond. Ah voilà, attention, hein, si vous êtes au milieu de Paris, il ne faut pas s'attendre à des merveilles. La Lune, c'est très compliqué, hein, la pollution lumineuse de la Lune est très compliquée à couper parce que les filtres ne sont pas faits pour ça. La pollution lumineuse de la Lune, c'est une pollution lumineuse qui émet dans l'ensemble du spectre lumineux. Et les filtres lumineux, eux, ne coupent que la pollution, souvent des filtres des lumières au sodium, les lumières orangées. Donc c'est pareil, les LED, si vous êtes dans un endroit où vous avez des LED blanches, ça va être très compliqué aussi. Mais voilà, donc filtre anti-pollution. Ou alors un autre type de filtre qui va être, lui, par contre, efficace un peu plus sous la Lune, c'est les filtres narrowband, les filtres H-alpha, les filtres type L extrême, L enhance, qui eux sont dédiés à la photographie des nébuleuses, c'est très important. En fait, ça va laisser passer que la lumière des nébuleuses. Si vous photographiez une galaxie avec ça, ça ne va pas marcher. Vous n'aurez que les nébuleuses de la galaxie. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais c'est pas là ce qui nous intéresse exactement. Et puis sinon il n'y a pas de miracle, hein. Essayez de bouger, hein. Si vous êtes proche d'une ville, essayez de faire 20-30 km pour essayer d'avoir un ciel un peu plus noir. Déjà vous allez grandement limiter le bruit du fond du ciel, le bruit photonique. Alors deuxième chose très intéressante à savoir, de toute façon je pense que vous le savez déjà, c'est il va falloir augmenter les pauses. C'est-à-dire vous allez faire peut-être une photo de 180 secondes que vous allez multiplier au maximum. Sauf que au bout d'un moment, en fait, il y a une butée, hein. En gros, si je reprends les chiffres, donc quand vous allez faire 4 images, vous allez diminuer le bruit par 2 sur vos images. Ça reste intéressant. Sauf que quand vous en faites 8, vous ne diminuez pas par 2. Hein, pour rediminuer encore par 2, donc en gros en tout par 4, il va falloir faire 16 images. Quand vous allez en faire 25 images, vous allez diminuer le bruit par 5. Et quand vous allez en faire 100, vous allez le diminuer par 10. Et c'est là qu'arrive un peu la limite de la chose. C'est-à-dire quand vous aurez 100 images, si vous voulez diminuer encore de 2 le bruit, donc diminuer par 20 le bruit d'une pause unique, eh bien il ne va pas falloir en faire 200, il va falloir en faire 400. Donc on voit qu'entre 100 où on diminue par 10 et 400 où on diminue par 20, en fait on talonne quand même, il va falloir faire beaucoup d'images pour vraiment gagner encore un petit peu de bruit. Donc vraiment vous allez arriver au taquet de la chose. Donc moi c'est pour ça, quand on parle d'astrophotographie, je dis qu'arriver à 100 images, ça ne sert plus à grand chose si vous n'êtes pas capable d'en faire 400. Donc arrêtez-vous, 100 images, ça suffit, vous ne gagnerez pas grand chose de plus. Alors maintenant, que faire justement pour gagner encore plus de ratio signal de RSB, de ratio signal sur bruit? Parce qu'on ne peut pas se dire, mince, du coup, je fais quoi moi maintenant? Il me reste, par exemple, vous faites des pauses de 60 secondes, mais vous en faites 100 et vous faites quoi après? Eh ben, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix que d'augmenter le ratio signal sur bruit d'une brute. Et là, pour augmenter le ratio signal sur bruit d'une brute, eh bien, il va falloir tout simplement augmenter le temps de pause. Et bien entendu, dans les limites qu'on a données tout à l'heure. Donc vous voyez que c'est une gymnastique toujours assez compliquée. Donc, tant que vous êtes en dessous les 150 ADU de Sigma, eh bien ça va. Mais si vous arrivez déjà à 150 ADU et que vous avez aussi 100 photos, il va falloir trouver une autre solution. Donc diminuer le bruit du fond du ciel photonique avec des filtres ou autres. Voilà, vous le déplacez. Alors pour vous montrer un exemple de la diminution de bruit d'une image compositée de plusieurs images et une image brute, ici on va prendre le bruit d'une pure brute.
Et ici le bruit d'une image compositée avec plusieurs de ces petites images-là. Alors déjà on voit qu'en visuel la différence est assez flagrante. Mais on peut vraiment donner des chiffres sur cette différence. Donc on va retourner sur statistiques. Et on va prendre notre Light 08L, le petit preview. Ici on peut voir que le standard déviation est de 86,3. Donc déjà on peut définir que le bruit est vraiment très contenu. Donc on a une image qui est très très bonne. Déjà en image brute. Et si on va ensuite sur l'image compositée, on se retrouve avec ici 15,583. Le gain de bruit il est juste énorme. Alors pour terminer cette vidéo, on va parler encore une fois des dark et des bias. Voilà, parce qu'il y a un moyen de gagner aussi du bruit par rapport à ça. C'est-à-dire, je vous ai dit que le bruit de ces dark et ces bias, des master dark et des master bias, s'ajoute à nos bruts. Eh bien, pour éviter d'en rajouter trop, eh bien, il suffit de diminuer le bruit sur nos dark et nos offsets, sur nos master bias et master dark. Eh bien, comment on fait? Il n'y a pas de secret. Il va falloir en faire beaucoup. Voilà, si vous pouvez faire 100 dark, bah faites 100 dark. Si vous pouvez faire 1000 bias, eh bien vous faites 1000 bias. Voilà, ça permettra de diminuer le bruit du master bias et du master dark, qui nous évitera d'en rajouter trop. Voilà, on va au moins en rajouter à notre photo finale. Bon, bah voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé, que je vous aurai pas trop perdu avant la fin, parce que c'est quelque chose qui est assez dense. J'ai même dû écrire un petit script pour pas oublier un ou deux choses que je voulais parler. Donc c'est pas souvent que j'en fais, mais bon, sur un coup comme ça, un peu obligé. Donc n'oubliez pas encore une fois l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, le magasin universastro.fr, hein, comme d'habitude vous êtes habitués, maintenant j'en parle à chaque fois. Et puis surtout à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Astronaute. Au revoir.